Alors bonjour, mon nom est Mathieu Lavigne, directeur de Mission Chez nous, un organisme de solidarité chrétienne avec les peuples autochtones, organisme fondé par les évêques catholiques du Québec. Mission Chez nous soutient financièrement les communautés catholiques en milieu autochtone depuis maintenant plus de 25 ans. Et rebonjour, moi c'est Sabrina Di Matteo, je suis adjointe à la direction pour la mission à la Conférence religieuse canadienne, qui est l'association qui regroupe les supérieurs majeurs des congrégations des instituts de vie consacrée du Canada, donc avec une bonne majorité de communautés francophones et communautés féminines, notamment au Québec, très engagées socialement. Donc, très heureuse de collaborer avec Mathieu pour ce webinaire. Et aussi, je veux noter la participation du comité JPIC Québec, donc Justice, Paix, Intégrité de la création, qui a donné son concours à l'organisation de ce webinaire, qui est un peu une suite à un webinaire qu'on avait organisé en mars dernier, juste avant le confinement. Donc, on faisait déjà un webinaire, on était un peu avant-gardiste, voilà, où on s'était intéressé à une sorte de panorama des enjeux autochtones au Québec. En particulier. Donc, heureuse de vous retrouver, Réseau JPIC et membres des congrégations pour poursuivre dans cette priorité qui est une meilleure connaissance, une sensibilisation aux enjeux, à l'histoire et à nos relations entre Église et peuples autochtones pour avancer sur un chemin de réconciliation. Et j'aimerais donc commencer comme on en a doucement pris l'habitude de le faire, justement dans une optique de conscientisation. J'aimerais commencer en reconnaissant qu'ici, à Montréal, on se trouve sur les territoires non cédés autochtones, territoires traditionnels des peuples Kanien'kehá:ka, les Mohawks et les Anishinaabe, les Algonquins. Je personnalise un peu cette reconnaissance en disant moi-même, comme fille d'immigrante, que je suis reconnaissante envers des générations qui nous ont précédés sur ces terres et qui ont pris soin de cette terre et de ses eaux. Tiohtià:ke, Montréal, historiquement connu comme un territoire de rencontre pour plusieurs premiers peuples. Et je vous invite à avoir une pensée, en fait, à réfléchir aux territoires autochtones sur lesquels vous vous trouvez. Peut-être que vous les connaissez par leur nom, peut-être pas. C'est l'occasion d'y réfléchir et de se souvenir des appels à l'action en particulier de la Commission Vérité et Réconciliation qui nous invitent à initier, à maintenir et à nourrir une relation entre peuples autochtones, peuples allochtones, des relations basées sur le respect, sur la dignité, sur la confiance et la coopération. Ce sont les bases qui nous permettront d'avancer dans la vérité et la réconciliation. Et si vous en avez envie, vous pouvez utiliser la fenêtre de discussion, peut-être pour dire un petit mot de salutation et souligner le territoire autochtone où vous vous trouvez. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave, vous pourrez l'apprendre plus tard, mais vous pouvez quand même écrire peut-être le nom de la ville où vous vous trouvez ou le diocèse. Voilà, donc soyez bien à l'aise. Alors, le décès tragique de Mme Joyce Echaquan et les circonstances l'entourant ont révélé un besoin de rencontre. Ces événements rappellent également cette responsabilité que nous portons, soit celle de nous renseigner, d'acquérir des connaissances, ce que plusieurs personnes autochtones perçoivent comme un pas nécessaire à cette démarche de réconciliation dont il est souvent question. Il faut, par la rencontre, en venir à développer une relation enracinée dans un rapport d'égalité entre personnes autochtones et allochtones. Et la rencontre vraie, authentique, survient lorsqu'on accepte de se révéler et que l'on arrive à aborder l'autre avec humilité, avec un réel désir de comprendre et surtout avec le goût d'apprendre grâce à l'autre. Cette démarche est en pleine cohérence avec le type de présence que soutient Mission Chez nous dans les communautés autochtones du Québec,
d'où l'implication de notre organisme dans l'organisation du présent webinaire. Oui, c'est mon cue. de la nécessité de suivre son document. Quand Mathieu, pour l'organisme Mission chez nous, et moi, avec le comité JPEG Québec pour la conférence religieuse canadienne, nous avons commencé à discuter de cette possible collaboration. Nous nous sommes dit que, bon, non seulement de notre côté, ça faisait suite au webinaire de mars, mais surtout pour la CRC, ça s'inscrit dans les suites à donner à la Commission Vérité et Réconciliation. La conférence religieuse canadienne a participé en 2016 à une réponse catholique à l'appel à l'action numéro 48 de la Commission Vérité et Réconciliation, particulièrement aussi dans ce qui concerne les questions relatives à la doctrine de la découverte. Et ce sont 4 organisations nationales qui ont co-signé cette réponse, soit la Conférence religieuse canadienne, la Conférence des évêques catholiques du Canada, le Conseil autochtone catholique du Canada et l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, qu'on connaît sous le nom de Développement et paix. Donc, cette réponse, elle est faite sur papier, en théorie, mais dans la pratique, on a encore énormément de travail. Et voilà, ben, ce webinaire, cette rencontre qu'on se donne ce matin, participe à remettre en marche ce processus. Pour ce qui est de notre démarche, eh bien, on a beaucoup cherché avec nos invités. En fait, je pense qu'on avait les invités avant d'avoir notre objectif. Ouais. Et donc, on a vraiment collaboré ensemble pour concevoir ce qu'on pourrait faire pour ce webinaire. Et en bout de ligne, ce qu'on a trouvé, qui était à la fois le plus simple et sans doute le plus riche, c'est de se donner un temps pour partager des récits de rencontres à partir de 3 lieux différents. Donc, vous entendrez Marceline, une Innu spécialiste de l'éducation. Vous entendrez Anne, une chercheure universitaire qui se penche depuis plusieurs années sur la spiritualité Innu. Et vous entendrez un missionnaire originaire du Nigeria qui œuvre auprès des Innu en tant que père Oblat. Et ces 3 personnes vont donc nous faire le récit des rencontres qui ont eu un impact dans leur vie, qui ont changé leur rapport au monde, qui ont peut-être transformé leur rapport à Dieu et à la spiritualité. Marceline Picard-Canapé, Anne Doran et Ali Nameka prendront donc la parole aujourd'hui et seront présentés plus en détail au moment de leur intervention. Et on vous oublie pas, on prendra une petite pause quand vous aurez besoin de vous détendre les jambes. Voilà, donc un simple rappel technique rapidement de laisser vos micros éteints, vos vidéos aussi pour qu'on se concentre surtout sur nos intervenants. Et si vous avez des questions ou commentaires au moment de l'échange, vous pourrez utiliser la fonction discussion pour y inscrire vos questions quand je vous inviterai à le faire tout à l'heure. Voilà, donc sur ce, ben, on va commencer et je t'invite à nous présenter notre première invitée. Donc, c'est un grand bonheur, un grand privilège pour moi de vous présenter Marceline Picard-Canapé. Alors, Marceline Picard-Canapé est née dans la communauté Innu de Bétiamit en 1941. Engagée pour l'avenir des jeunes et des femmes autochtones, engagée également pour le dialogue interculturel, Marceline Picard-Canapé s'est distinguée en tant que première institutrice Innu de la Côte-Nord et première autochtone à siéger au Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Elle a été la première femme élue chef de la nation Innu en 1992. Son travail pour la promotion de la langue et de la culture Innu et son engagement dans l'éducation, de l'enseignement à la formation des maîtres, ont été reconnus, entre autres, par un doctorat honorifique de l'Institut national de la recherche scientifique. En 2005, Marceline Picard-Canapé a reçu l'insigne de chevalière de l'Ordre national du Québec. Alors, chère Marceline, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je suis un peu émue
d'être obligée de prendre la parole. Puis en même temps, vous allez excuser ma voix, je suis un peu enrhumée aussi. Moi, je voudrais commencer par le racisme. Le racisme a toujours existé, même si plusieurs nient l'existence. Les Autochtones le vivent depuis la colonisation. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On l'a vraiment vécu. C'est juste pour vous dire un peu, pour vous donner un peu les cheminements qu'on a eus. Mais depuis le décès de Joyce, je pense que là, personne ne peut plus nier qu'il existe un certain racisme envers les Autochtones, entre autres. Avant de l'oublier, je conseille à tout le monde de lire le livre de Anne-André Capèche, « Qu'as-tu fait de mon pays ?» qui décrit très, très bien le cheminement des Autochtones depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Alors, quand je parle de l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est qu'on a voulu nous faire entrer dans le système des colonisateurs. Mais ça n'a pas trop marché. Il y en a qui ont été capables de s'intégrer là-dedans, mais pas entièrement. D'abord, on nous a tout enlevé. Au lieu de s'informer qui on était, comment on vivait, on est venu nous donner comment je dirais, des choses que les gens vivaient. Pour eux autres, c'était très bon, mais pour les coloniser, c'était pas bon du tout parce que c'était complètement différent de leur vécu, de leurs faits. Puis la première génération, lors de la colonisation, n'a peut-être pas trop souffert de ça parce qu'ils ont continué à faire leur travail, à aller sur les territoires, à chasser, à vivre avec les gens qui arrivaient, mais c'est les générations après qui l'ont ressenti. Parce que les générations qui ont suivi, disons la 3e, 4e ou 5e génération, avaient perdu leur repère autochtone et ne connaissaient pas assez la façon de faire des francophones. Je vais dire des francophones parce que nous, on vit dans un contexte francophone. Mais je vais vous conter un petit peu en gros mon histoire. Moi, mes parents, surtout mon père, a décidé que j'allais faire mes études. Alors, dès l'âge de 6 ans, mon père s'est sédentarisé pour que je puisse aller à l'école. Et il m'a toujours encouragée d'aller à l'école, puis tout ça. Donc, j'étais assez bonne à l'école parce que j'y allais toute l'année. On n'allait pas dans le bois. Il y en a qui allaient une partie de l'année aller dans le bois, puis ils revenaient. Ils étaient enseignés pendant les 2 mois d'été, puis ils retournaient en forêt, tandis que moi, j'ai fait mes études avec d'autres régulièrement. Puis ça allait très bien. Sauf que c'est sûr qu'on apprenait, tout était en français. Et je ne vais pas minimiser les actions des religieuses qui nous ont enseigné, mais je doute fort que c'était des enseignants, aujourd'hui, là, je doute fort que c'était des enseignants formés. On envoyait des gens qui n'étaient pas formés, surtout avec les Autochtones,
Donc, il faisait ce qu'il pouvait. C'est pour ça que je dis que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a des bonnes intentions, mais de l'autre côté, les personnes qui subissent ça le trouvent un peu difficile. Mais moi, quand j'ai fini mon primaire, d'abord, j'ai fait un an de pensionnat indien aussi. J'ai adoré. Parce que c'était dans une communauté autochtone à Sept-Îles, à Maliotenam. Puis, j'avais un peu pleuré pour y aller. Je voulais faire l'expérience. Alors, j'ai fait ma 6e année au pensionnat. Et comme j'étais presque fille unique parce que ma sœur et moi, nous avons une grande différence d'âge. Moi, je suis la plus vieille, elle est dans les plus jeunes. Puis, j'étais dans un milieu avec juste des filles, puis ça parlait inou, parce que c'était toute la Côte-Nord. On nous empêchait pas de parler la langue. Les gens qui travaillaient là, c'était tous des Autochtones, donc ça allait très bien. Mais quand je suis revenue, mon père m'a dit, donc, tu ne retournes pas au pensionnat parce que tu vas rester 1 an avec nous autres. Après ça va être les études à l'extérieur. Puis il n'y avait pas d'école secondaire dans les communautés à ce moment-là. Alors, j'ai fait ma 7e année à Pessamit. Et après, je suis allée dans une école provinciale. Là, c'est vrai que c'était un changement du tout au tout. D'abord, de première de classe que j'étais, je m'en allais dans les dernières parce qu'il me manquait énormément de matières en français, en mathématiques. L'anglais, je n'avais jamais entendu parler d'anglais. Je n'avais jamais vu ça. Donc, les autres filles étaient déjà plus avancées que moi. Et le milieu était complètement francophone, ce que je connaissais pas du tout. Puis, le vocabulaire que j'avais, c'était un vocabulaire de classe. Donc, je savais comment s'appelait chaque chose qui était dans la classe. Mais rendu au niveau de la literie, par exemple, je ne savais même pas comment ça s'appelait en français. Je savais comment ça s'appelait en inou. On n'avait jamais vu ça à l'école. Au niveau des casseroles, de la cuisine, parce qu'il fallait faire des ménages, puis il a fallu que je réapprenne le tout. Puis en même temps, essayer de me mettre à point. Puis ce qui m'a peut-être donné un petit coup de pied, là, c'est la directrice, parce qu'on avait des bulletins à chaque mois. Le 3e mois, la directrice a pris mon bulletin, puis elle dit devant tout le monde, comme elle était au commencement, comme elle est maintenant, comme elle sera pendant les siècles des siècles, parce que j'avais toujours la même note juste sur le passage. Et ça m'a ouvert les yeux. Ça m'aurait peut-être découragé, comme tant d'autres qui avaient essayé de faire les études, les mêmes études, puis qui n'avaient pas résisté pendant plus de quelques mois. Mais une religieuse, sœur Micheline, a eu pitié de moi, je m'imagine, puis elle m'a pris à part, puis elle m'a dit, je vais te donner des cours de rattrapage si tu veux. Ah, c'était le bienvenu. D'autant plus que pendant les récréations, les filles s'assemblaient autour de moi et me disaient, parle en indien, parle en indien. Ah, parle en indien. Tu veux faire, tu es toute seule, puis il n'y a personne qui le comprend. Puis dans ce temps-là, Casta n'existait pas encore, donc on n'avait ni chanson, ni... c'était juste des cantiques qu'on connaissait, puis des prières en inou. Puis commencer à entamer une discussion avec eux autres, c'était des rires fous, là. Ils trouvaient ça comique, la façon que je le disais. Puis je pouvais vraiment pas me défendre dans le sens que je n'avais jamais appris à me défendre. J'avais toujours fonctionné comme il faut ailleurs. Puis, alors, sœur Micheline m'a dit, pour ne pas faire de jalouse, là, je vais offrir le cours à toutes les filles. Puis pendant le 3/4 de ma 1re année à l'école provinciale, là, au secondaire,
Elle m'a donné des cours de français, de maths, d'anglais, tout ce que je ne savais pas. La seule chose que je savais, par exemple, c'était la religion. Là, j'étais très bonne, je battais tout le monde. Parce que c'est un peu ça qu'on avait dans les classes, la religion, les cantiques. Puis ça, je le connaissais parce que je l'avais appris. Puis au bout de... Ça m'a pris 3 ans avant d'arriver à un point que je visais, là, les premières de classe. Ça m'a pris 3 ans à arriver là pour pouvoir rassembler tout le reste. Puis, pourquoi j'ai résisté aussi longtemps, c'est que ma mère ne voulait pas trop que j'aille aux études. Elle me disait, tu es une fille, puis tu peux apprendre ton métier de mère de famille. Mais mon père m'avait mis dans la tête, dès très jeune, tu vas faire des études. Donc, à ce moment-là, j'avais quand même, c'était pas nécessairement la volonté. Ma mère m'avait dit, OK, tu veux aller aux études, tu ne reviens pas ici tant que tu n'as pas fini tes études. Si tu commences, tu vas jusqu'au bout. Donc, c'est un peu ça qui a fait en sorte que j'ai quand même résisté. Puis j'ai fini par finir mon secondaire, puis je suis allée à l'école normale pour enseigner dans ma communauté. Mais s'il n'y avait pas eu cette personne-là, je pense que je me serais découragée, comme toutes les autres. Ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai appris l'histoire du Canada. Tout ce qui était écrit sur les Autochtones, tout ce qui était écrit sur la découverte du Canada, tout ce qui me tombait dans la main, je lisais. Alors, je connaissais pas mal mon histoire. Tellement qu'à un moment donné, moi, la personne qui parlait jamais, j'étais toujours dans mon coin. Je ne disais pas un mot. Quelqu'un me lançait des insultes, je ne répliquais pas. Puis une fois, j'ai piqué les nerfs en 10e année, justement, parce qu'on parlait des Saint-Martyrs canadiens. Là, c'était la goutte d'eau. Là, je me suis levée puis je leur ai fait toute une histoire du Canada. Tellement que ça m'a... J'ai été punie parce que j'avais perturbé la classe. Mais les religieuses n'ont jamais su qu'est-ce que c'était. Les filles se tenaient entre eux autres. Puis ce qui a déclenché ça, c'est qu'il y a une fille à côté de moi qui m'a dit « Regarde ce que tes ancêtres ont fait tout bas. » Ça m'a fait sortir de mes gonds, là, puis tout le monde était surpris parce que j'étais la fille qui était dans son coin, qui ne disait jamais un mot. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je dise aux gens qui on était, où est-ce qu'on allait, puis par après, ben, j'ai rencontré beaucoup de personnes là, avec qui j'ai parlé, puis pour pouvoir cheminer là-dedans. Je ne sais pas si c'est un peu vite, là, comme... mais si j'ai été la première à avoir fini, c'est un peu... c'est grâce à mes parents. Puis l'aide que j'ai eue, là, si ça n'avait pas été de mes parents, je pense que j'aurais renoncé. Puis par après, bien, je me suis dit, bon, là, j'ai fait ça, mais il faut que les jeunes le fassent. Alors, je me suis donné comme but dans ma vie là, d'ouvrir des portes. D'ouvrir les portes aux jeunes pour leur dire, moi, je l'ai fait, vous êtes capable de le faire. Ça se fait. Puis surtout aux filles. Parce que dans ce temps-là, les filles finissaient se marier très jeunes. Ils pouvaient faire des études. Les garçons, c'était très mal vu que les garçons aillent à l'école pendant plusieurs années parce qu'il y avait beaucoup de travail. La coupe de bois, toute la foresterie là, donnait beaucoup de travail et
chez les Autochtones, le garçon qui allait longtemps à l'école, on lui disait, ben, il est juste capable de tenir un crayon, pas capable de tenir d'autres choses, il est trop faible. Donc, c'est des handicaps qu'on a eus lors de nos cheminements, mais une fois que l'abcès a été crevé, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont suivi le chemin. Aujourd'hui, je suis très fière de voir combien il y a de jeunes enseignants. D'ailleurs, dans l'école où j'étais à la direction, quand je suis partie, il y avait déjà 23 enseignants et enseignantes au primaire. Il y en avait au moins 7 au secondaire. Aujourd'hui, c'est presque l'entière, le personnel au complet qui est autochtone. En tout cas, ça, c'est un peu mon cheminement. Ça m'a stressé beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je sais que c'est minuté. Là, puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, s'il y a quelque chose, on verra par les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marceline. Vraiment, merci. Merci pour ce récit de vie en 15 minutes. C'est vrai que c'est un défi, mais je retiens entre autres une rencontre transformatrice avec Sœur Micheline, une rencontre avec l'histoire aussi. Je retiens aussi le fait que votre récit de vie individuelle a eu un impact sur un récit de collectivité, sur le récit collectif, entre autres des Inuits. Donc, je pense qu'en cela, on peut dire que vous êtes une pionnière. Maintenant, on va passer la parole à Anne Doran. Alors, Anne est professeure à l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal. Elle travaille sur la pensée du don chez les Inuits. Elle travaille aussi sur la pensée des pères de l'Église et sur courant en philosophie qu'on appelle la phénoménologie. Elle vient de publier un ouvrage intitulé « Une spiritualité du don, pensée inoue, philosophie et christianisme en dialogue », un livre qui est paru chez Novalis. Elle est également l'autrice de « Spiritualité traditionnelle et christianisme chez les Montagnais », un ouvrage publié chez l'Harmattan en 2006. Alors, chère Anne, la parole est à vous. Est-ce que ça fonctionne? Moi, je ne me vois pas encore. Peut-être vous me voyez. OK, alors je vais le faire sans me voir. C'est très bien. OK, alors, écoutez, moi, j'avais fait une thèse sur le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et je savais donc, avec les recherches que j'avais faites, que les Autochtones étaient arrivés très vite à Sainte-Anne. Le premier terrain cédé par un habitant de la côte de Beaupré pour construire une chapelle à Sainte-Anne date de 1658. Puis en 1671, déjà, là, on sait que il y a un pèlerinage autochtone qui va à Sainte-Anne. Donc, voyez-vous, ça a fonctionné très vite et ça s'est resté. Alors moi, à ce moment-là, c'était au milieu des années 90, je pense. Je revenais par la Côte-Nord, je revenais du chalet familial qu'on avait en Gaspésie, à Métis. On avait traversé à Bécomo, et là, sur la Côte-Nord, je savais qu'il y avait régulièrement un pèlerinage aux îlets Jérémie, un pèlerinage à Sainte-Anne au moment de la fête de la Sainte-Anne. Et alors là, en passant sur la route, qu'est-ce que je vois? La grande statue de Sainte-Anne, juste sur le bord du fossé, avec tous les rayons dorés, là, la statue traditionnelle de Sainte-Anne qu'on a. Alors, en voyant ça, j'ai dit, ben, moi, c'est sûr, le 26, je suis ici pour le pèlerinage. Alors, j'appelle le curé de Bétiamit. À ce moment-là, on disait Bétiamit et non Pessamit. Je l'appelle, il me dit oui, il y a un pèlerinage. Alors, bon, je me ramène au pèlerinage. Et là, quelle rencontre j'ai faite à ce moment-là? Heureusement, Marceline a accepté de me répondre parce que ce n'est pas évident, hein, quand on veut poser toutes sortes de questions, ce n'est pas évident de se faire répondre. Alors, Marceline a répondu à mes questions, elle m'a parlé de la dévotion à Sainte-Anne. Puis, elle m'a dit, en plus, elle m'a ouvert une porte en me disant, oui, Sainte-Anne, c'est bien, c'est important pour nous, mais Marie est encore beaucoup plus importante et la fête de la communauté, donc de la communauté de Bétiamit,
avait lieu au moment de l'Assomption, le 15 août. Alors, elle dit, tu pourrais venir le 15 août pour voir le déroulement de cette fête-là de la communauté. Alors, évidemment, le 15 août, je me suis ramenée avec Pierre, mon mari, et maman qui était là. Donc, on a rencontré Marceline, on a rencontré Jean-Marie, le mari de Marceline. Alors, bon, il y a un premier contact qui a été fait. Et à partir de ça, évidemment, tout le reste a suivi. Moi, je me souviens, je ne sais pas si c'est ce jour-là ou une autre fois où je suis allée à Beth-Yamit. Je me souviens, bon, j'arrivais, j'allais voir Marceline, mais il fallait que je me repère avec les rues et tout ça. Et je me souviens d'avoir essayé de poser des questions pour obtenir la direction. Et j'ai vu que tout le monde parlait l'innu. Et moi, ben, j'ai comme une nouille, je ne parlais pas l'innu, je parlais une autre langue qui n'était pas la langue du milieu dans lequel j'étais. Et je me souviens de m'être dit à ce moment-là, c'est quand même fantastique. C'est le choc d'une autre culture là, qui a une langue et tout ça. Et en même temps, tu dis, ils sont là, ils étaient là avant nous, ils ont une culture très spécifique, puis on ne se connaît même pas. On habite le même territoire, puis on ne se connaît même pas. Puis ça a été comme, pour moi, un élément déclencheur pour dire, mais ça n'a pas de sens, c'est incroyable. Alors là, j'ai voulu apprendre la langue. Marceline m'avait passé un petit livre de quelqu'un que je pense qui était de Sept-Îles. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur. En tout cas, c'était un petit livre avec des petites phrases. Puis il y avait une petite cassette audio où il disait les phrases en innu. Puis là, je me souviens que ce qui m'avait frappé en entendant cette cassette-là, c'est il parlait comme on joue du tambour, un parler très, très rythmé. Alors moi, j'ai dit, je ne serais jamais capable d'apprendre la langue avec des outils si... il y a tellement de choses à apprendre, c'est tellement différent, puis j'ai tellement peu d'instruments. Alors là, j'ai demandé à Pierre, qui est mon mari, qui enseignait en histoire à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai dit, écoute, tu ne pourrais pas trouver dans tes étudiants quelqu'un qui pourrait me montrer la langue. Alors bon, oui, il a trouvé Hélène Saint-Onge, qui était dans le temps, elle s'appelait Montagnaise. Donc, c'est pour ça que mon premier livre parle des Montagnais et non pas des Inuits. Maintenant, on dit Inuits. Bon, alors, Hélène m'a montré la langue pendant plusieurs années. Et c'est grâce à Hélène qui m'a apporté, parce que c'est une langue orale, l'Innu. Alors, il n'y avait pas beaucoup de livres. Il y avait un dictionnaire qui avait été publié à ce moment-là, le premier dictionnaire de l'Indrapo, mais c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de grammaire, il n'y avait rien. Alors, Hélène m'a apporté leur livre de prière en langue Innu, ce qu'on appelle le livre rouge. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et alors, elle a commencé à traduire pour moi les prières pour m'apprendre la langue. Donc, et là, j'ai pris contact, évidemment, avec ces prières-là, qui étaient des prières que j'ai trouvées extraordinaires, une compréhension du christianisme qui était, en tout cas à mon goût, beaucoup plus profonde, beaucoup plus proche des vraies racines chrétiennes, qui mettaient une insistance sur l'amour qu'on ne trouvait pas autrement, qu'on trouvait très peu dans l'enseignement qu'on nous transmettait. Maintenant, oui, c'est fait, mais à ce moment-là, ce n'était pas une évidence du tout, du tout. Alors, et là, ben, c'est là que je me suis dit, mais ces prières-là, c'est tellement fantastique, il faut les faire connaître. Alors, c'est là que j'ai écrit un livre sur spiritualité traditionnelle et christianisme chez les Inuits pour montrer au fond que leur passage au christianisme s'était fait à partir d'une spiritualité traditionnelle. Bon, ce qui avait été un indicateur très important pour ça, pour me mettre sur cette piste-là, c'est ce que Marceline m'avait dit une fois. Elle m'avait dit, tu sais, moi, mes ancêtres, là, s'ils se sont convertis au christianisme, c'est parce que c'était les mêmes valeurs que nous. Elle m'avait dit, nous, c'est l'entraide, la générosité puis le partage. Puis le christianisme, c'est ça aussi. Donc, ça m'avait fait voir qu'au fond, entre les deux, il y avait quelque chose de commun. Il y avait un regard sur le réel qui était commun. Et c'est pour ça que la transmission, que le christianisme avait pu s'implanter
chez les Inuits relativement facilement parce qu'ils retrouvaient quelque chose de profondément eux là-dedans. Alors bon, ce livre-là, ce que Marceline me dit, puis elle m'avait dit ça, donc elle m'avait dit au fond, ce qu'elle était en train de me dire, c'est que l'entraide, la générosité, le partage, ça participe d'une pensée, ce que j'appelle la pensée du don ou la spiritualité du don, mais ça participe d'un regard sur le monde qui est fait à partir du don. Donc, ça m'a dit au fond que le christianisme, ça se comprenait aussi à partir du don. Donc, j'avais ces deux repères-là. Et à un moment donné, comme ça, à partir d'un livre de Jean-Luc Marion qui s'appelait « Étant donné », okay, que j'ai lu en me disant « ça parle du don, on va regarder qu'est-ce que ça dit », je me suis aperçue qu'au fond, la pensée Innu, le christianisme et la phénoménologie avaient tous un regard sur le monde qui était d'abord posé à partir du don. Et c'est comme ça que, donc, que j'ai eu l'idée de faire ce deuxième livre-là qui vient de sortir. Et en même temps, c'est un hommage pour moi à la culture Innu. Parce que ça veut dire que tous ceux qui disent « Ah, pourquoi ils ne s'assimilent pas? Pourquoi? » Bon, c'est ridicule. Parce qu'au fond, ce n'est pas reconnaître que dans cette culture-là, il y a un regard sur le monde qui est partagé par beaucoup plus de gens. Quand même, le christianisme, ça fait 2000 ans que ça dure. La phénoménologie, ben, c'est un courant philosophique. Il y a Heidegger là-dedans, il y a Merleau-Ponty. C'est quand même des gens, bon, des gens qui ont appris à penser, des gens qui manipulent bien les concepts. Donc, je me dis, c'est un regard sur le monde qui a une valeur incroyable. Même si on n'avait pas ces parallèles-là, il y aurait sa valeur. Mais là, ça confirme que c'est quelque chose qui rejoint une grande partie de l'humanité. Sans parler de ce que Mauss a déjà dit quand il a écrit son essai sur le don à partir de tous les peuples archaïques qui se faisaient des dons les uns aux autres pour créer le lien social. Alors, donc, c'est ça. Et je trouve ça tellement fascinant, cette façon de voir les choses-là, que je veux continuer la recherche, cette fois-là peut-être avec un ami qui a travaillé, lui, sur les Inuits, pour voir en quoi le regard Innu et le regard Inuit se correspondent et ne se correspondent pas, ce qu'il y a de particulier à chacun. Et comme Mathieu disait, moi, j'enseigne aussi les pères de l'Église ici. Et bon, je les ai enseignés avant d'avoir eu ce contact-là avec les montagnais ou les Inuits, là. Bon. Et puis, depuis, j'ai repris l'organisation de mon cours et je donne mon cours sur les pères de l'Église en fonction du don. Et ça regroupe parfaitement les idées essentielles pour lesquelles ont lutté les pères de l'Église, qui ont essayé de mettre en valeur. Alors, au fond, oui, ça a été pour moi un mode de compréhension du réel nouveau qui a été, je trouve, extrêmement fécond, extrêmement... Oui, moi, en tout cas, j'ai des étudiants qui m'ont dit, parce que bon, ça fait un petit bout là, que je parle du don, puis ils m'ont dit, ah oui, tu nous parles du don, puis bon, au début, on a regardé ça, mais à la longue, ça fait 3-4 ans que je repense au don, puis que je vois un paquet de choses qui rentrent là-dedans. En d'autres termes, quand on adopte ce genre de regard-là sur le réel, on se met à le voir partout, on se met à réinterpréter le réel, à le comprendre d'une façon beaucoup plus profonde, si vous voulez. Alors, donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et fécond au plan de la compréhension du réel, si vous voulez. Alors, c'est ça. Bon, je ne sais pas, je peux développer plus, mais est-ce que j'ai utilisé le temps qui m'est alloué, Mathieu et Sabrina? Dites-moi. Il vous reste à peu près 2-3 minutes, là. Vous pourriez conclure. 2-3 minutes? Bon. Qu'est-ce que tu dis?
On peut en laisser pour les questions tout à l'heure. Ah ben oui, on peut faire ça. S'il y en a qui veulent ce que j'explique un peu plus le don, ben je l'expliquerai à ce moment-là. OK? Ce que j'appelle la pensée du don. Voilà. Sinon, Anne, si tu veux juste en une minute nous dire ce qu'est pour toi une rencontre transformatrice. Écoutez, ça a été transformateur. Transformateur, évidemment, parce que, voyez-vous, j'ai refait mon cours sur les pères de l'Église. Je me suis mis là-dedans, je me suis dit, mais c'est fascinant. Il faut comprendre cette vision du réel-là parce ils sont là, ils sont avec nous, ils étaient avant nous, puis il faut aller plus loin, il faut se comprendre. Mais en même temps, ça nous apporte d'une façon incroyable que de voir ce regard-là sur le réel qui rejoint au fond notre christianisme de base, mais qu'on avait moins compris dans ce sens-là. Maintenant, ça commence à se comprendre plus, mais c'est comme ça nous révèle à nous-mêmes ce qu'est notre christianisme à cause de cette compréhension du réel qui part de quelque chose qui nous est d'abord donné. Et dans le monde Innu, c'est la nature qui donne. Le monde donne tout. Et bon, je pourrais éventuellement vous donner des exemples, mais c'est ça, là. C'est totalement fascinant et ça fait qu'on comprend mieux l'appréhension Innu du réel, mais en même temps, nous aussi, on se comprend mieux dans notre christianisme, si vous voulez. Alors, au fond, ça élargit notre regard et ça fait que, ben, qu'il y a des choses... et oui, ça éclaire la réalité de l'autre et la nôtre en même temps. C'est comme ça que je dirais ça. Alors, voilà. On rentrera dans le détail un peu plus par les questions si vous en avez envie. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Ça met bien la table, effectivement. Là. Je pense que ça va mettre les gens en appétit pour la période de questions et discussions. Notre prochain invité, j'ai le plaisir de vous le présenter. C'est mon frère. On a réalisé que tous les deux, on avait le même âge. Donc, en fait, tous les trois, on a le même âge avec Mathieu. Donc, une fratrie. Voilà, Nameka Ali, qui est originaire du Nigeria, dans le sud-est, né parmi le peuple Igbo. Il est missionnaire Oblats de Marie Immaculée. Il est depuis quelques années responsable de la mission Notre-Dame des Indiens à Matimekosh Lac John, qui est tout près de Shefferville ou à Shefferville, ainsi que la mission Saint-Georges de Mingan et Quanichit. Il est parmi une équipe tout à fait multiculturelle de 4 missionnaires Oblats qui s'occupent donc de 8 communautés Innu sur la Côte-Nord. Donc, il y a le Père Ali, il y a aussi un Québécois, un Malgache, un Camerounais. Alors, c'est vraiment un carrefour particulier où se rencontrent les cultures, tout en étant marqué d'une histoire, on va se l'avouer, une histoire plutôt blessée entre Église et peuple Innu sur la Côte-Nord. Mais donc, voilà, on se connaît depuis quelques années. On s'est notamment connu un petit peu plus dans une fin de semaine sur l'interculturalité et les ministères l'an dernier. C'est un grand lecteur. Il n'y a pas le choix parce que parfois, il fait des trajets de 12 heures de train pour se rendre à Shefferville. Grand lecteur de toutes sortes de choses, notamment de littérature féministe. Et un poète, blogueur. Donc, c'est clairement quelqu'un que personnellement j'apprécie beaucoup et que je vois transformer, traverser par la rencontre et par tout ce qui peut le remettre en question et le transformer. Et je pense qu'il va nous en dire plus justement de comment, dans son histoire, son arrivée dans les communautés Innu l'a particulièrement transformé. Alors, Nameka, la parole est à toi. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir. Je dois avouer que ta présentation, je trouve bien fort. Oui, je dois commencer en disant que si je peux être là avec vous aujourd'hui, c'est parce que la communauté de Matimekosh a décidé d'assurer la célébration des funérailles de Madame Gibet Gabriel ce matin. On avait des funérailles et au même moment, ils sont actuellement là maintenant.
Mais j'avais parlé avec eux que j'ai pris un engagement avec beaucoup de gens. Ils m'ont dit ils vont le faire. Et donc, ils le font. Et quand j'ai appelé le matin, il m'a dit, ne t'inquiète pas, on va le faire, on le fera bien. Donc, je les remercie pour leur générosité parce que ça me revenait d'être là, mais ils m'ont dit, non, tu as pris un engagement, tu respectes la parole. Donc, pour eux, ça leur tient au cœur de cet échange qu'on fait ce matin. Donc, bon, Sabrina m'a déjà présenté, donc je ne me présenterai plus, sauf les endroits où ça permettait de comprendre mon récit. Souvent, je me présente comme MSDF, missionnaire sans domicile fixe. La raison en est que je suis toujours en route. Quand je suis pas au nord, je suis à l'est. Quand je suis pas à l'est, je suis au sud. Donc, ça fait que c'est pas où je suis quand, mais je sais que je suis dans le territoire et nous, c'est ce qui est important. Où je me nomme souvent aussi, je dis souvent que je suis un nomade heureux, parce que je suis parmi des nomades, un peuple rieur. Et j'aime aussi rire, donc on se retrouve très bien. Mais je suis arrivé dans le territoire et nous, quand j'avais moins d'un an d'ordination. J'étais ordonné récemment, puis 10 mois après, on m'a envoyé ici. Je savais de quoi m'attendre. Oui, je savais que la mission, c'est toujours une mission. La mission vient avec beaucoup de défis, mais je ne comprenais pas assez l'exigence d'une mission nord-américaine. Et donc, j'ai accepté de faire cette aventure missionnaire. Je l'appelle aventure dans le sens positif du mot. Et, et donc, je suis arrivé jeune, avec beaucoup d'enthousiasme, mais beaucoup aussi d'illusions et de visions, croyant sauver le monde. Il faut dire que j'étais dans une paroisse au Nigeria, nous sommes une église jeune, donc l'église est encore pleine, beaucoup d'activités. Souvent, on se réveille très tôt et jusqu'au soir, on n'a même pas de temps libre parce qu'il y a des activités. Et donc, arrivé ici au Québec, retrouver une église qui a de l'expérience, qui a de l'histoire, mais qui vit autrement, c'était quand même un premier contact avec une différence. Et donc, pour moi, moi, je ne vois pas ça comme c'était défiant. Et moi, j'aime des défis. Donc, c'est comme si c'est vraiment un challenge, comme on dit souvent. Et donc, arrivé ici, j'ai pris le temps pour regarder cette église qui a de très grandes histoires, mais qui a des belles histoires, mais des histoires douloureuses. Donc, j'ai pris le temps pour voir. Et arrivé, j'ai pris 1 an pour apprendre d'abord la langue, l'histoire, la culture, mais d'abord de comprendre où est-ce que je me trouve. Mais à dire vrai, au départ, ce n'était pas facile quand on vient d'une église ou une église jeune, arriver dans une église où tout va bien, mais à ralenti. C'est toujours, au départ, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je me suis dit, lance-toi, tu es avec un peuple et reste à l'écoute. Et donc, je me suis calmé et on a commencé. Au départ, j'ai commencé d'abord par apprendre la langue. Et donc, j'ai eu des enseignants qui m'ont appris les langues. Et moi, au départ, je me disais, oui, je parle 5 langues en passant. Et donc, je me disais, je connais déjà, j'ai appris plusieurs langues, donc je peux facilement apprendre la langue Innu. Mais au contraire, plus je me mettais à vouloir le parler, moins, plus je le comprenais, moins je le parlais. Plus je l'aimais, moins je comprenais. Et donc, c'était vraiment un grand défi pour moi euh, parce que c'est différent de tout ce que je connaissais. C'est totalement différent de toute autre langue que je connaissais. Et donc, tout ce que je pensais, tout ce que j'avais comme des schémas d'apprentissage ne fonctionnait pas. Et donc, c'était une grande rencontre pour moi de trouver quelque chose qui me bouleversait. Moi qui me croyais polyglotte, me trouvais que je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas comprendre. Mais je me suis lancé. J'ai eu des grands enseignants, Céline Benfer, Noëlla McKinsey et ma grande sœur, celle que j'appelle ma grande sœur Yvette Molin, qui m'ont donné des outils
Sauf que plus j'avais des outils, moins je les parlais. Mais j'ai continué. Sauf que ça m'a donné aussi envie de comprendre ma langue maternelle. En entrant en contact avec Innu, ben, j'étais obligé d'aller revoir ma langue maternelle. Pendant 2-3 ans, j'en ai acheté au moins 4-5 livres sur ma langue maternelle. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'ignorais dans ma culture, dans ma langue, que j'ai parlé toute ma vie. Et donc, c'était vraiment ça a transformé ma vision même de la langue, de la communication et des relations avec d'autres personnes. Et donc, pour la première année, je l'ai consacré à apprendre la langue et nous, à apprendre sur la culture. Et je n'avais pas de responsabilité pastorale, donc être là, écouter, visiter, voir des choses, mais être à l'écoute. Et donc, j'ai essayé de fréquenter des aînés, des jeunes. Et avec les jeunes, je me suis lancé dans le sport. J'aime jouer le basket, donc je suis devenu entraîneur de basketball. Avec le temps, je suis allé aux Jeux autochtones. Je suis allé 3 fois même, trois endroits. Je suis allé à Wemontaché, à Mastewea, chez ici à Manitenam comme entraîneur. Et ça m'a permis aussi de connaître des jeunes. Il fallait loger avec des jeunes, avec tout autre, avec le groupe. Et donc, ça m'a permis d'être là. Et les gens sont curieux, ils te posent des questions, ils veulent savoir tout. Et souvent, ben, c'est pas, ben, des aînés vont voir mon père, mais les jeunes voient Ali. Et donc, ça me permettait vraiment d'être moi, Ali, et d'être là, les écouter, voir ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, je connais des jeunes partout, pratiquement dans toutes les communautés, je connais au moins un jeune dans toutes les communautés autochtones de Québec, ce qui est ce que je trouve vraiment intéressant. Et quand ils viennent me parler aujourd'hui, je comprends ce qu'ils vivent et ils comprennent aussi parce ils ont déjà passé du temps avec moi. Donc, de temps en temps, les gens vont venir me parler d'un problème ou d'autre et ils ne se sentent pas gênés parce qu'ils savent que je ne peux pas les juger. Ils savent que je comprends ce qu'ils vivent parce qu'ils m'ont vu, j'ai joué avec eux. Et ensuite, je suis allé aussi dans les territoires pour faire l'expérience dans les... Je suis parti au nord avec M. Zachary Bellefleur pour connaître ce qu'il vit. Zachary, c'est un monsieur impressionnant. Zachary passe tout son temps dans le territoire. Peut-être il passe 6 mois dans le territoire, il arrive dans la ville ici, il passe peut-être 1 semaine ou 2, et puis il repart. Souvent, quand je parle avec lui, il me dit, quand j'arrive à cette île, il y a quelqu'un qui a grandi ici, qui a passé beaucoup de 100 ans ici, mais il dit, quand j'arrive à cette île, souvent, je me perds dans la ville. Mais dans le Grand Nord, il est chez soi. Il se trouve, il n'a pas de difficulté à vivre. Il reste là, souvent seul pour longtemps. Je suis allé là-bas, je passe le temps avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand il parle bien français, mais quand il me voit aujourd'hui, souvent, il ne me parle pas. Il continue à me parler en nous. Et il sait que peut-être je ne comprends pas grand-chose, mais il va continuer. Et je le trouve intéressant. Et on se communique souvent, même si je ne comprends pas souvent ce qu'il dit, parce que je comprends que peut-être 10% de la communication, même si je peux lire, j'ai encore des difficultés à parler. Je suis allé aussi dans le territoire du chef de Mengang, M. Jean-Charles Pietachot. Je suis allé dans le territoire de sa famille pour voir ce que les gens vivent là-bas. Et c'est souvent intéressant de voir les Inuits dans le territoire. C'est magique. C'est impressionnant de voir des gens qui, tout d'un coup, même des personnes qui ont des difficultés, qui ont des problèmes, arriver dans le territoire, c'est comme si un poisson, on retournait un poisson dans l'eau. Et ça me fait penser à mon confrère Gérard Tchatchalam, c'est lui qui il est aussi ici actuellement, qui travaille sur la base côte-nord. Il nous parlait de son expérience dans le territoire de Raymond. Il est passé plus d'une dizaine de jours avec quelques personnes dans le territoire. Et quand il est revenu, on avait notre rencontre. Il nous parlait de son expérience. Mais quand on l'écoutait, il était transformé. Tu le vois fixé. C'est comme s'il a fait une expérience qui a transformé sa vie. Voir des gens qu'il connaissait dans la communauté arriver dans le territoire et devenir d'autres personnes. Il dit, s'il était seul, il allait mourir. Il dit, dans sa vie, il n'a jamais travaillé comme il a travaillé dans le territoire. Parce que là, il faut vraiment travailler. Mais il s'est rendu compte que des personnes qu'on pensait qui n'étaient pas forts, qui n'avaient pas d'importance dans la communauté, dans le territoire, on trouve ils sont tellement importants, ils sont tellement vaillants, ils sont des grands travailleurs. Et donc, pour lui, quand il me parlait de ça, ça me faisait penser à mon séjour aussi dans le territoire de Zachary. Et donc, c'est beau de voir, de faire ces expériences, de rencontrer des Inuits dans un territoire, dans un milieu qui est le leur. C'est mieux, c'est là que tu comprends
que quand les gens parlent de l'importance du territoire ou de la nature, ce n'est pas des inventions, c'est des relations vécues. Et donc, j'ai profité de ça et beaucoup d'autres expériences pour pouvoir apprendre la langue et m'initier dans la culture. Et donc, et puis, mon expérience continue, non pas seulement au début, mais aujourd'hui, je continue. Il y a vendredi, samedi, je revenais de Shefferville, de Mathieu-Mécoche, et mon confrère, Alfred, qui reste ici, il avait des funérailles. Et donc, il ne peut pas venir me chercher. Et donc, j'ai fait l'appel à une famille, ma famille ici, famille de Timac, qui est venue me chercher à l'aéroport. C'est une famille que j'ai connue depuis que je suis arrivé ici, une famille que je m'en vais quand je veux. Une famille où, à chaque fois que j'arrive ici, si je n'ai pas envie de cuisiner, j'ai fait un message, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Il me dit oui. Même s'ils n'ont pas, ils vont préparer. C'est une famille où tout le monde est ma famille. Et donc, à chaque fois qu'il me dit, si tu as besoin de voyager, tu nous fais un signe, on va t'amener. Tu arrives, quand j'arrive ici, pas de problème. Si mon confrère est là ou non, je n'ai pas de problème parce qu'ils sont prêts à m'accompagner. Et donc, il y a aussi beaucoup d'autres familles, que ce soit des familles Mestrecocho et beaucoup d'autres membres des Inuits, que ce soit à Shefferville, qui aujourd'hui sont devenus mes frères et sœurs. Et beaucoup d'entre eux, surtout des jeunes générations, ils ne vont pas m'appeler Père Ali, ils vont m'appeler mon frère. Et c'est beau. Et quand ils m'appellent les frères, ce n'est pas des titres, c'est vraiment de relations, des relations entre des personnes, parce que c'est comme des frères avec ces gens-là, des gens qui n'ont pas de difficulté à dire, ça, tu n'as pas raison, là, tu as bien fait, et qui n'ont pas de difficulté à te soutenir ou à te conseiller, ou à comprendre que tu es fatigué, te dire, non, aujourd'hui, tu te reposes, on ne bouge pas, on ne fait pas des choses, et tu restes sur place. Et donc, c'est des exemples de cela qui sont autant des expériences que j'ai fait, que ce soit à Menga, à Equantis, que ce soit ici à Manutenam, que ce soit à Mathieu-Mécoche. C'est des expériences qui continuent à bouleverser ma vie. Mais aujourd'hui, je me demande finalement, est-ce que je suis qui j'étais en arrivant ici? Je ne pense pas. Je me rappelle, il y a 2 ans, je suis allé en vacances. J'ai rencontré mon supérieur, c'est mon formateur, quand j'étais à la Grégorien, à Rome. Il était étonné. Il me dit, non, c'est pas toi. Parce que ma manière, moi, c'est quelqu'un qui vivait dans ma tête, pour que les choses soient. Mais en vivant avec des Inuits, je me suis rendu compte que le monde est plus grand que ce que nous croyons. Le monde est plus grand que ce qu'on peut lire dans les livres. Le monde est plus grand que ce que aucun de nous peut savoir. Et donc, souvent, j'ai appris à être patient, à écouter, mais surtout à faire confiance aux autres et à regarder, à lire les signes de temps. Aujourd'hui, si je dois résumer ce qui est changé dans ma vie, ce sera en quelques mots. Moi, peut-être une histoire avant de terminer. Quand j'ai commencé ma formation, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'ai essayé d'écrire la poésie. Avec mon dictionnaire, je cherchais des mots et je traduisais d'anglais en français. J'ai écrit mon le premier poème, j'ai montré à celui qui nous enseignait. Il m'a dit, tu ne dois pas écrire de poésie. C'est pas apprendre la langue, c'est ce que tu as fait ici. Et j'ai arrêté d'écrire. Je n'ai jamais osé. Pour plus de 10 ans, je n'avais jamais écrit. M'arriver ici avec Rita Mestrecoche qui m'écrit souvent, il va m'écrire le poème et je le réponds avec d'autres poèmes. Et aujourd'hui, elle a réveillé en moi ce désir que j'avais avant. Aujourd'hui, je commence à écrire et des événements qui arrivent, je les mets ça a réveillé quelque chose en moi. Donc, ça a transformé cette peur qui m'empêchait de pouvoir écrire. Donc, je pourrais dire, je commençais à étudier la langue maternelle. C'est quelque chose que j'ai appris ici. J'ai appris aussi à écouter mon cœur. Moi, c'est pas que j'écoute souvent ma tête, mais aujourd'hui, je commence à écouter mon cœur, ce que je ne faisais pas avant. Et puis, ma relation avec Dieu, même mon idée de mission de Dieu, même tout ce qui existe aujourd'hui est transformé grâce à ma relation avec des Inuits. En tout cas, je veux m'arrêter ici parce que je pense que j'ai déjà fini mon temps. Et s'il y a d'autres questions, je répondrai. Merci beaucoup. Chinash Kumitin, merci. J'ai aucune idée si je l'ai dit comme il faut, mais merci en Inuit.
Merci beaucoup, Nameka. Je te fais un clin d'œil en te disant que tu représentes bien la génération Sorosoke en langue yoruba. Merci. La génération qui ose parler haut et fort. Merci de nous avoir partagé comment tu as été transformée. En fait, vos 3 interventions, Nameka, Anne et Marceline, m'ont fait penser à quelque chose que mon père disait quand il faisait des rénovations à la maison. Il disait, on n'a pas grand espace, mais on agrandit par l'intérieur. Et c'est vraiment ça que j'entends dans ce que vous avez partagé, que regarder en soi, regarder ce qu'on doit à notre lignée, à nos ancêtres, comment l'autre et la différence nous renvoient vers nous-mêmes et nous permet de voir que le monde est plus grand qu'on pense, mais il est plus grand parce que c'est en retournant à l'intérieur de nous qu'on peut grandir et qu'ensuite on peut ouvrir des portes, comme le disait Marceline. Donc, merci de nous avoir fait goûter à ces élans de transformation dans vos vies. C'est vraiment, ça souligne à quel point c'est important que dans cette grande rencontre à 80 et quelques participants que nous sommes, c'est important de parler du cœur, parce que des grandes conférences, on peut en avoir, mais le problème fondamental, c'est peut-être qu'on n'a pas assez d'espace pour se connaître et pour échanger. Alors, même si on ne pourra pas tous échanger, on espère au moins initier un peu ce mouvement-là. Donc, Nameka, Marceline, Anne, peut-être qu'on peut vous donner un petit 2-3 minutes au total, à vous 3. Donc, 1 minute chacun, tiens, pour réagir à ce que vous avez entendu de vos collègues. Donc, si vous voulez réagir, c'est quelque chose qui monte en vous après l'écoute des autres invités. Je serais curieux de connaître comment vous réagissez à ces propos. On peut commencer, Marceline, on peut commencer avec vous. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les récits de Anne et de Nameka qui vous interpelle? Moi, c'est dans le récit de Ali, concernant la façon d'être des gens quand ils sont en territoire. C'est très vrai, ça. C'est que les gens sont plus du tout les mêmes. Tout le monde est ami, tout le monde travaille, tout le monde a besoin de tout le monde, puis tout le monde se met comment je dirais, se met à la disposition de tout le monde. Ça m'a frappé, puis c'est réel, en fait. Moi, j'ai été obligée de réapprendre ces choses-là aussi parce que j'ai passé la majorité de mon enfance puis mon adolescence dans les communautés francophones, en fait, comme pensionnaire. Puis il a fallu que je réapprenne ma culture. Puis en même temps, moi, je me disais, si tu veux lutter contre l'autre, il faut que tu connaisses ses armes. Et les armes, dans ce cas-là, c'est l'éducation. Alors, ce que j'ai reçu, moi, j'ai voulu le redonner. C'est pour ça que je me suis dirigée en éducation. Merci, Marceline. Je pense que c'est Maurice Sinclair qui dit que l'éducation a été un point de rupture et que pour les personnes autochtones, et que l'éducation deviendra aussi chemin de guérison. Donc, c'est ça. Nameka, Anne, quelque chose à partager en ce début de plénière? On va commencer avec Anne. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'intervention sur le territoire parce que j'ai vraiment l'impression que c'est là un lieu d'identité extrêmement profond pour les Inuits. Et bon, moi, je peux juste dire à quoi ça me fait penser. Je parlais du don tantôt. Le don, c'était chez les Inuits, c'est en christianisme. Mais dans toutes les prières Inuits qu'Hélène a traduites pour moi, mais que j'ai appris à connaître là, comme ça, on ne retrouve pas la présence du monde et du réel. Et ça, je trouve que c'est un manque. Et moi, au plan théologique, je trouve qu'il faudrait travailler à retrouver ça.
parce que, bon, moi, j'enseigne les pères de l'Église, c'est les débuts du christianisme, et il y avait là des éléments sur la présence du monde qui étaient très importants, qui sont disparus dans les siècles suivants. Et je trouve qu'avec toutes les questions, les problèmes écologiques qui se posent maintenant, il serait grand temps de redonner des assises théologiques à toute cette importance de notre lien à la nature qui est chez les Inuits et qui n'a pas été transposé dans leur christianisme parce qu'à ce moment-là, ça n'a pas été transmis. Mais il serait temps que ça se développe parce qu'effectivement, ça transforme d'être en lien avec le territoire. C'est une manière fondamentale d'être des Inuits et ça devrait être une manière fondamentale d'être, je veux dire, c'est un plus d'être capable d'être en lien comme ça. Alors, il serait temps qu'on le retrouve aussi. Ça fait partie des enseignements qu'on a à apprendre des Inuits, des peuples autochtones, qui le vivent de façon infiniment plus directe que nous. Voilà. Ben, merci, Anne. Oui. Meka, à ton tour. Oui. Ben, ceux qui me connaissent savent que j'aime les, comment je peux dire, les enjeux sociaux me tiennent au cœur. Et donc, quand j'écoutais, quand Marceline parlait du racisme et des questions, ça, pour moi, c'est du connu, quoi. Tout ce déni, les jeux de mots et les restes, je le connais. Et donc, ça me parle qu'il faudra vraiment qu'on ait assez de courage pour se dire la vérité, qu'on arrête d'aménager la parole. Et donc, je pense que ça aide beaucoup. Et son expérience aussi, être autre. Moi, je le reconnais, l'avoir vécu dans beaucoup d'endroits aussi. Et quand j'écoutais Anne parler de la relation entre la spiritualité Innu et la spiritualité autochtone, c'est des choses que j'ai continué à me poser comme question. Comment ça fait que des missionnaires qui étaient arrivés au départ dans beaucoup d'endroits, au lieu avec beaucoup d'intention, comme Marceline disait, ont raté de prendre connaissance, de prendre en compte la réalité qui est déjà sur place. On dit le reconnaître dans le livre où j'ai beaucoup d'autres endroits. Je pense qu'on aurait fait mieux si vraiment on s'était attardé à regarder la sociologie, l'anthropologie des gens. Et pour cela, moi, je parle aujourd'hui d'évangélisation au lieu de christianisation, qui était le cas. Et donc, pour moi, c'est très important, tous ces enjeux. Merci beaucoup. Merci, Nameka. Donc, Sabrina, des questions? Oui, alors, on a quelques questions qui sont dirigées vers des personnes en particulier. Alors, je vais peut-être y aller comme ça. Première question de la part de Peter Bisson, jésuite, qui s'adresse à Anne. Qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous voyez comme parallèle entre la spiritualité du don et les idées économiques, les idées sur l'économie du pape François? Sur l'économie comme telle, oui, mais c'est infiniment plus large que l'économie, les idées du pape François que je vois en accord avec le travail qu'on essaye de faire. Entre autres, toutes ces idées sur le respect de l'autre, sur un lien au territoire qui fait qu'on partage avec l'autre. Je veux dire, la pensée du don, en tout cas, moi, ce que j'ai vu chez les Inuits, ce n'est pas une pensée hiérarchique comme celle qu'on avait l'habitude d'avoir dans le monde occidental. C'est une pensée, tout le monde reçoit du monde la vie et la capacité de la poursuivre. Et donc, tout le monde est sur un plan égal. Dans les animaux sont aussi importants que les hommes. Ce n'est pas les hommes qui sont au sommet de la hiérarchie. On est un ensemble. Tous ceux qui reçoivent le don sont comme, ils forment une unité. Et donc, c'est là le lien au territoire aussi. C'est là qu'on le voit. Et alors,
c'est ça. Donc, ça veut dire que le monde, on le reçoit tous et donc on le partage tous. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui soient immensément riches et d'autres qui n'arrivent pas à survivre. Je veux dire, c'est un autre regard sur le monde qui est infiniment plus global. Et ça, je pense que François, que notre pape François essaye beaucoup de défendre ça. D'ailleurs, quand il parle de « nous sommes tous frères », c'est la même chose aussi. Je veux dire, oui, on est liés les uns aux autres. La pensée du don, c'est une pensée du lien qui fait qu'on est tous ensemble. Et c'est ce que vous disiez qui était... Marceline disait que c'était vécu dans le territoire et Ali l'a vu aussi. Donc, oui, c'est ça qui se vit. C'est une profonde cohésion de tout le monde. Et c'est sûr qu'il faut que ça se ressente au plan économique aussi. Là, ça n'a pas de bon sens que la richesse de tout le monde soit possédée par un petit nombre minuscule et que tous les autres se débattent pour essayer de survivre. Je veux dire, oui, c'est complètement aberrant et toutes les migrations qui ont lieu actuellement avec toutes les folies que ça suppose, ça vient de pays où il n'y a pas moyen de survivre. Donc, les gens prennent des risques fous, mais ils n'ont presque pas le choix parce qu'ils n'arrivent pas à vivre chez eux. Je veux dire, c'est l'antithèse, c'est un partage qui n'est pas fait et qui broie des vies, ça n'a pas de sens. Bon, merci. Je vais me permettre de ne pas relancer les questions qui sont dirigées vers quelqu'un en particulier à tous les autres parce que comme il y en a beaucoup, voilà, je vais passer à la prochaine. Mais merci Anne, c'est une bonne première piste de réponse qu'il faut continuer à approfondir. Quelques commentaires intéressants aussi là, que je souligne en passant. Nicole Jeté qui dit que l'expérience d'Anne, justement, lui confirme qu'elle-même a été tenue dans l'ignorance de l'histoire du réel dans lequel ces ancêtres blancs sont arrivés et qu'elle se sent un peu privée de ses racines. De même, Simone raconte son ouverture aux cultures autochtones grâce à l'implication de sa fille dans le programme Katimavik. Ah, okay. Alors, une question de Michel Andraos qui n'était pas ciblée là, pour quelqu'un en particulier. Comment la mission et la présence de l'Église ont été transformées par les rencontres? Je pense que peut-être que ça visait un petit peu plus Nameka. Il y avait une question semblable de sœur Ercilia Ferreira. Donc, comment la mission et la présence de l'Église ont été transformées par les rencontres ou quels apprentissages ont pu être faits là, pour changer une vision du monde puis une approche dans le dialogue avec les Autochtones? Ouais. Merci, c'est une belle question parce qu'au fond, il faut que ça se transforme non pas que ce soit pas une expérience seulement d'une personne, mais que ce soit une expérience qui peut être transférée aux autres. Et donc, c'est important que ça soit bien souligné. Et donc, pour moi, je me dis, la mission telle qu'on le connaît aujourd'hui a une histoire qui date des années. Et donc, oui, ce qu'on souhaiterait voir, c'est un changement radical. Sauf que le changement radical, pour que ce soit durable, il faut que ça passe dans le temps. Et donc, est-ce qu'il y a des changements, des transformations qui se font? Il y en a assez. Je prends l'exemple, il y a quelques années, si je n'étais pas Mathieu Mekoche, il n'allait pas faire les célébrations. Il devait attendre que le prêtre revienne parce que les gens n'avaient pas confiance en eux-mêmes. Et peut-être même l'Église peut-être n'était pas aussi prête à laisser des laïcs gérer des événements comme tels. Aujourd'hui, ben, je leur parle, je leur dis, j'ai quelque chose qui m'empêche d'être avec vous. Il me dit, ne t'en fais pas, on va le faire. Et tout d'un coup, ils sont organisés, 5 à 6 personnes, ils le font. Tout à l'heure, quand on commence à dire, il y a d'autres choses qu'ils veulent ajouter dans les célébrations qui me l'informent. Je dis, OK, allez-y. Et donc, est-ce que c'était possible avant? Peut-être pas. Et donc, c'est quand même quelque chose de réel. Et donc, il y a aujourd'hui, on devient plus des alliés. On devient plus des alliés de nos communautés. Est-ce que, je me prends l'exemple, quand le cas de Joyce, j'étais arrivé ici,
qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je m'en vais en ville, je peux aller manifester avec la communauté. Est-ce que j'allais me dire, qu'est-ce que l'évêque va dire? Parce que je sais que l'évêque ou mes supérieurs me font confiance. Ils savent que je suis avec ce peuple, je marche avec eux, et donc il faut que je sois où ils se trouvent. Et ça, c'est mon cas. Tous mes confrères. Il y a un autre, Gérard, lui, il parle de nous couramment. Souvent, même beaucoup de gens, quand on l'écoute parler de nous, on se dit, ben, comment ça fait un noir qui parle de nous? C'est pas toujours évident. Et donc, il y en a tellement des choses qui se font, et soit Gérard Boudreau qui a déjà plusieurs années dans la communauté. Quand on le voit aujourd'hui, on le voit quelques années, c'est deux personnes différentes. Même lui, il se voit, non pas seulement le changement au niveau de la communauté, mais même au niveau de sa relation avec la communauté. Et même notre, comme congrégation aujourd'hui, notre relation avec la mission et nous s'est transformée. Pratiquement les Oblats ici, on travaille pratiquement qu'avec des autochtones. On a seulement 2 ou 3 autres choses qu'on fait qui n'est pas là. Et donc tout cela, c'est parce qu'ils nous interpellent, ils nous appellent à faire autrement. Et donc je pense on peut le voir dans des cas précis, mais ça prendra le temps pour que ce soit vraiment visible aux yeux de tout le monde. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Oui, merci, Nameka. Je vais quand même raccorder cette question avec une autre et relancer Marceline et Anne. Donc, comment la mission et la présence de l'Église ont été transformées par les rencontres. Il y a une question qui est assez intéressante sur est-ce que dans un contexte de cheminement et d'évangélisation, une question qui vient d'Anne-Marie, est-ce qu'on peut imaginer des outils nouveaux, des nouvelles manières de rejoindre les enfants et les jeunes en collaborant avec les personnes autochtones? Et comment? J'aimerais ça vous entendre, Anne et Marceline, justement sur peut-être une distinction à faire entre une mission pastorale précise et une présence chrétienne dans un contexte qui ne suppose pas automatiquement une posture d'évangélisation. J'aimerais ça là, que vous nous partagiez un petit peu vos réflexions là-dessus. Et je mets en lien avec ça un commentaire de Sophie Mbougoum qui se demande si la spiritualité de la visitation, donc la visitation entre Marie et Élisabeth, peut être un éclairage intéressant pour la rencontre. Qui plonge? Je sais pas, Anne, si tu veux commencer ou Marceline? C'est une grosse question, j'avoue, là. Je sais pas, je peux juste, je sais pas si c'est une réponse à la question. Moi, je peux juste dire qu'avant de penser, en tout cas, évangélisation et tout ça, je veux dire, au fond, pour moi, l'essentiel, c'est d'abord de reconnaître l'autre en tant qu'autre. Je veux dire, c'est d'abord de reconnaître le fait qu'il est là et d'admettre qu'il puisse être lui-même. Et alors là, s'il y a vraiment deux partenaires, un vis-à-vis qui est vraiment soi et soi, bien là, on peut rentrer en relation. Puis là, ben, c'est là qu'il y a une transformation possible. Je veux dire, si l'autre n'est pas d'abord reconnu comme autre, si on a tellement de préjugés qui fait qu'on n'est pas capable de le voir, ça fait un écran, un préjugé, qu'on commence par voir ce qui est là. Et si on voit ce qui est là, ben, c'est là qu'on va voir ce qu'il y a de merveilleux, ce qu'il y a d'intéressant là, et qu'on va pouvoir soi-même, qu'il va y avoir un échange réel. Et moi, avant de parler d'évangélisation, c'est ça l'évangélisation, c'est accepter l'autre dans toute sa densité humaine et dans tout ce qu'il a à apporter dans sa densité humaine. En tout cas, moi c'est ça, les Inuits m'ont apporté beaucoup et ils continuent de m'apporter. Et je pense qu'Ali, dans ton témoignage, c'est la même chose que tu nous dis un peu. Ils t'ont apporté et ils continuent de t'apporter. Et c'est ça. Je ne sais pas si Marceline, tu trouves qu'on t'apporte quelque chose. Peut-être, j'espère. En tout cas, que le fait de se rencontrer dans nos différences, ça nous change et ça nous transforme tranquillement. Et c'est une excellente chose, en tout cas pour moi. Oui.
Marceline, vous avez fait beaucoup de va-et-vient hein, entre la culture inou, la culture blanche, si on veut. Comment vous réagissez à cette question-là, qui est une question avec plusieurs épaisseurs? Moi, je trouve que Anne a très bien expliqué, a très bien saisi le contexte. Si on considère que l'autre est supérieur à nous, il n'y aura pas comment je dirais, donc, il n'y aura pas d'interaction. Puis c'est ça qui est arrivé chez les Inuits, entre autres, là, les Autochtones, c'est que les missionnaires, même le non-autochtone était placé sur un piédestal. Oui. Il se plaçait sur un piédestal, pardon, et on ne pouvait pas l'atteindre, donc il n'y avait pas de relation entre les deux, de relation, c'était unilatéral. La relation, c'était le moindre important à l'important. Oui. Donc, je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu aller très loin dans les réflexions, parce que chez les Autochtones, tout le monde est égal, on l'a dit, mais chez les non-autochtones, c'est que vous avez beaucoup de hiérarchie. Puis la hiérarchie là, est cultivée. Je m'excuse de le dire, là, mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, les gens sont considérés plus importants s'ils sont blancs que ils ont la peau un peu plus foncée. Je vais vous donner juste un exemple. Ce que les gens disaient souvent quand il y avait un bébé qui était pâle, un petit peu châtain, on dit « Mon Dieu, il est beau comme un blanc! » Ça se disait partout, ça. C'est ce qui les définit, le fait que le blanc avait quelques degrés de plus que l'Inou ou l'Autochtone. Parce que justement, quand je disais que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est qu'on a toujours voulu, les colonisateurs ont toujours voulu que les colonisés leur ressemblent, soit comme eux. Ouais. Ils n'ont pas toujours respecté dans leur identité. Et c'est très difficile. Quelqu'un me disait dernièrement, on peut faire d'un blanc un Indien. Mais d'un Indien, on ne peut jamais faire de blanc. L'identité est tellement différente, la façon de penser est tellement différente. On peut se comprendre si on se parle, mais pour se parler, il va falloir qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on soit assis sur les mêmes hauteurs de chaise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Merci, Marceline. Je lance la question vers Nameka. Je pense que le mot, il faut se l'avouer, peut-être le mot évangélisation est un peu chargé, puis peut-être qu'il est teinté de l'histoire et de la réalité de la colonisation aussi. Alors, on peut avoir l'impression de marcher sur des œufs quand on l'utilise. Donc, je vais te demander aussi à toi comment tu l'envisages, l'évangélisation maintenant avec ton expérience entre présence chrétienne dans le contexte ou mission pastorale. Et je veux faire le lien avec une question de Jean-François Roussel sur la réconciliation. Et je la lancerai aussi ensuite à Marceline. Comment considérez-vous que l'Église catholique est en train de relever ou pas le défi de la réconciliation? Est-ce qu'il y a des exemples qui sont exemplaires ou est-ce qu'il y a plutôt des situations qui posent problème? Donc, si vous voyez un lien à faire entre ces deux questions, je vous laisse y aller. Et Jean-François,
rajoute un commentaire sur les jeunes qui sont l'avenir du peuple Innu. En quoi une présence missionnaire peut contribuer à préparer l'avenir du peuple Innu. Alors, Nameka, à toi. OK. Peut-être je commence directement avec la dernière question. Je pense que c'est plus facile. Ben, vous savez, la question aujourd'hui que tout le monde se pose, c'est comment entrer dans le monde des jeunes. Et la première question qu'on se pose quand on garde le posture des missionnaires, j'ai dit des missionnaires, c'est lui qui doit dire aux gens quoi faire. Mais si on veut vraiment être missionnaire dans le vrai sens du mot, comme un pèlerin, c'est lui qui marche avec le peuple. Avec des jeunes aujourd'hui, des jeunes sont curieux. Ils veulent savoir ce que tu penses. Ils veulent voir ton expérience. Ils ne veulent pas attendre ce que la Bible dit seulement. Ils veulent savoir comment est-ce que toi, comme être humain, comment as-tu vécu, comment tu vis ta vie. Vous savez, souvent, les jeunes me posent des questions autant que des questions que des adultes ne vont jamais te poser. Ils n'ont pas de difficulté, ils n'ont pas de peur de te poser des questions. Et dans beaucoup de cas, c'est des jeunes que, quand souvent je suis avec eux, je pose des questions. Leurs parents sont des gens qui ont mon âge ou même qui sont moins âgés que moi. Et donc, beaucoup d'entre eux n'ont pas de grands frères. Et donc, souvent, ils ont des questions qu'ils voudraient poser à un grand frère qu'ils ne trouvent pas. Et donc, ils peuvent, dans un contexte, et je le dis toujours, dans beaucoup de cas, je suis à l'école, donc vraiment dans un contexte où je suis avec d'autres enseignants ou d'autres personnes, et donc ils vont poser des questions qu'ils peuvent poser à un grand frère et que je les réponds à partir de mon expérience. Beaucoup de choses que les jeunes vivent, j'en ai vécu. Et plus encore, quand je vais à l'école, je vois ce que j'ai dit. L'école où j'ai étudié, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas de laboratoire, il n'y avait pratiquement rien. Mais j'ai réussi quand même, non pas parce que c'est pas parce que je suis spécial, mais parce que je savais que si j'attendais que les autres viennent me sauver, jamais on ne me sauverait. Et donc, je dis, vous pouvez le faire, mais je vous comprends. Et donc, si je dois répondre à cela, aujourd'hui, on essaie d'être alliés auprès de ce genre-là, être auprès d'eux. Moi, je vais à l'école, ils me demandent soit à médecine que je donne des cours à l'école. Mais pas les cours de catéchèse. Souvent, quand j'arrive, je dis, vous attendez les cours de catéchèse, pas les cours de catéchèse. On va regarder des choses, le développement personnel. On regarde la résilience. C'est quoi la résilience? En se basant sur les gens de nous. On regarde sous des films qu'ils regardent au quotidien. On regarde le développement, la gestion de la peur, la gestion de frustration, des choses qu'on vit au quotidien. Et donc, en cela, d'une manière ou d'une autre, ils voient des personnes qui sont chez eux et qui ont connu des situations encore même souvent pires que ceux qui ont connus. Moi, je connais la colonisation. J'ai connu des missionnaires qui ont fait des choses aussi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je dois rester où j'étais avant? Non, il faut que je bouge. Et donc, je pense que c'est peut-être, par exemple, en donnant des exemples personnels qui peuvent normalement évoluer dans ce sens. Et comme on disait aussi, la question de réconciliation et évangélisation, ce sont de deux mots très techniques et souvent qu'on peut le tirer d'un côté à l'autre sans s'attendre. Moi, quand j'ai dit l'évangélisation, et j'essaie toujours de le mettre toujours en opposition avec la christianisation. La christianisation, c'est où on mène quelqu'un pour qu'il suit les doctrines ou qu'il devient chrétien. Mais l'évangélisation, pour moi, c'est un pèlerinage. Je chemine avec ma communauté et ça, je le dis. Je chemine avec ma communauté, je dis, qu'est-ce que vous voulez qu'on vive cette année? Moi, je connais des choses qu'ils ne connaissent pas, ils connaissent des choses que je ne connais pas. On essaie de raisonner ensemble. Souvent, je dis, qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne voulez pas qu'on fasse telle chose, je ne vous impose rien. On essaie de chercher qu'est-ce qu'on peut faire comme communauté, qu'est-ce qu'on pourra réaliser. Et justement, en fonction de cela, je pense que la réconciliation commence au moment qu'on commence à reconnaître, comme Massine le disait, on commence à reconnaître que l'autre connaît. Il peut ne pas connaître ce que je connais, mais ça ne veut pas dire qu'il est ignorant. Et donc, c'est reconnaître la capacité de l'autre, être allié auprès de l'autre. Donc, pour moi, quand je parle d'évangélisation, je parle de cheminer avec la communauté, faire le chemin, chercher Dieu ensemble, parce que beaucoup d'entre eux ont plus de foi que moi, beaucoup d'entre eux ont plus d'expérience que moi.
c'est pas parce que j'ai fait la théologie que je deviens, que je connaisse mieux que tout le monde. Ils ont vécu aujourd'hui. Et donc, moi, j'apprends de ma communauté et tout ça semble en marche. Et justement, en étant alliés, la réconciliation commence. Je pense que pour le résumer à ce mot. Merci, Nameka. Le temps nous file entre les doigts. Là. On a déjà un peu dépassé le temps alloué, donc je vais me tourner vers Marceline pour une sorte de mot de la fin en réponse à ces dernières questions, si vous voulez. Donc, il y avait la question de la présence chrétienne, de l'évangélisation, de comment être missionnaire, en fait, mais il y avait aussi la question très importante des exemples de cheminement de réconciliation. Qu'est-ce que vous voyez de bon ou qu'est-ce qui est un défi présentement? Moi, je pense que le grand défi pour la réconciliation, c'est l'histoire. L'histoire qu'on a appris, que j'ai appris aussi, là, puis qui me tombe sur les nerfs pas mal souvent. C'est pour pouvoir se réconcilier, il faut d'abord avoir des connaissances, la connaissance interculturelle, connaître l'autre. L'histoire, on en parle souvent dans les réunions où j'allais, on en parlait souvent. L'histoire est à refaire. Présentement, seuls les Allochtones avaient raison. Seuls les Allochtones faisaient des bonnes choses. Prenez juste un exemple là, qui me chatouille pas mal, les Saints-Martyrs canadiens. Qui était là pour observer ce qui s'est passé? Puis s'il avait été là, comment ça se fait qu'il n'a pas passé au cache lui aussi? Est-ce que c'est de l'histoire ou bien non, une légende inventée pour se glorifier? Moi, je me pose beaucoup de questions sur l'histoire du Canada. D'ailleurs, j'avoue franchement que quand j'enseignais, que j'avais enseigné l'histoire, je l'organisais un peu moins, moins sévère pour les Autochtones. Puis ce qu'on voyait aussi, moi, quand j'allais à l'école, c'était les histoires sont beaucoup améliorées, mais pas encore assez pour faire connaître le vrai. Qu'est-ce qui s'est passé au début de la colonisation? On ne dit jamais qu'on passe très vite sur le fait que Jacques Cartier et son équipage ont été sauvés par les gens de Stadacone parce que le bateau était pris dans la glace. Ils avaient le scorbut, ils ne savaient pas comment s'habiller au Canada, il y avait de la neige. Tout ça, c'est les Autochtones qui leur ont montré quoi faire, comment vivre là-dedans, comment s'habiller, comment s'abriter. Et on en parle très peu. Donc, le jeune qui grandit, comme moi j'ai grandi à l'école, si on veut, c'est qu'on nous donne toujours une tape sur la tête. Là. Vous autres, vous n'étiez rien. C'est nous autres qui êtes les bons. Vous autres, là, prenez votre mal. Là. Vous êtes des seconds, des seconds rôles. Là. Et ce n'est pas avec ça qu'on peut faire la réconciliation. C'est qu'il faut que le monde soit sur la même longueur. Il faut que les gens finissent par dire « oui, on a fait des erreurs. Oui, on a fait des bonnes actions aussi. » Autrement, là, il n'y aura jamais comment je dirais, là, il n'y aura jamais vraiment de relations, des relations fortes comme on a avec Anne. Moi, avec Anne, je peux lui dire n'importe quoi. Je peux lui dire ce que je pense. Elle aussi peut me donner parce qu'on est sur la même longueur d'onde, on est sur le même pied, au même pied. Là. Mais dans l'ensemble du monde, là, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont en chemin. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas nécessairement les décideurs non plus.
Alors, moi, je trouve que la relation, là, il va falloir travailler beaucoup là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut tout donner, dire que les Autochtones sont bras, puis sont faibles et tout ça. Non, non. On a de toutes nous autres ici, comme partout ailleurs. Sauf que, au moins, sortir des boulamites, là, des bonnes actions qu'ils ont faites. Puis leur dire, ben, ces gens-là ont aidé. Ils ont aidé les autres à s'habituer sur le territoire. Tout ce qui a été fait sur les Autochtones, je suis pas comment je dirais, donc, j'essaie de voir les choses dans leur réalité. Je suis pas plus anti-autochtone, pro-autochtone. Je suis entre les deux. J'essaie de comprendre les choses. Puis je me dis, c'est des choses qu'il va falloir travailler. Sinon, on ne sera jamais sur la même longueur d'onde pour la réconciliation. Il y en aura toujours un petit groupe qui vont le faire, et la majorité ne seront pas concernés. Il faut que ça soit fait beaucoup plus large. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Je vous raconte juste une petite histoire qui est drôle, mais que dans la mentalité des gens, à un moment donné, je vais le faire très vite, à un moment donné, les gens travaillaient sur un déboisement. Il y avait 3 Indiens, 3 Autochtones, puis un allochtone qui travaillaient ensemble. Le soir, il y en a un, le plus jeune des Autochtones, était en train de limer sa scie mécanique, là, la chaîne. Puis là, le long autochtone lui a dit « Hey, comment tu fais ça? Montre-moi-le. » Le plus vieux dit à l'autre, il dit « Montre-lui pas, parce que si tu lui montres demain matin, c'est lui qui va essayer de te le montrer comment faire. » Parce que chez les allochtones, ils ont été élevés pour se montrer. J'avais ma sœur qui était mariée avec un autochtone aussi. Et mes petites nièces, quand on allait chez eux, nous faisaient des séances. Chez les Autochtones, ils ne feront pas ça. Tu sais, c'est dans la mentalité des gens. C'est la mentalité qu'il va falloir travailler, puis ce n'est pas demain la veille. Je pense que, je ne sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus. J'essaie de m'exprimer. Pour vous aider à conclure. Écoutez, il restait quelques petits commentaires, mais on ne pourra vraiment pas les prendre. Là, on a dépassé pas mal notre temps, mais je vous remercie. Il y avait Thierry qui soulignait sa propre expérience d'avoir vécu avec des Autochtones en Bolivie pendant 2 ans. Il en retire que c'est vraiment l'immersion qui peut permettre de dépasser les préjugés, puis qui pourrait peut-être faire du bien à des corps policiers ici pour combattre le racisme. C'est-à-dire le racisme comme ignorance de l'autre. Il y a quelques questions sur la spiritualité du don qui reviennent. Alors, on n'aura pas le temps d'aborder ça. Peut-être qu'il faudra un autre webinaire ou peut-être un cours qui s'en vient à l'Institut pastoral des Dominicains. En tout cas, vous avez reçu dans notre courriel de confirmation du webinaire la référence pour le livre de Anne Doran, donc une spiritualité du don, qui vient d'être publié chez Novalis, et vous aviez dans le courriel un code promotionnel qui vous donne 20% de rabais sur le livre. Donc, vous pouvez en profiter. Là, il y a 3 versions, version numérique ou version imprimée. On va vous le renvoyer encore une fois bientôt si vous souhaitez plonger dans cela, dans la spiritualité du don. Je vous remercie beaucoup tous les 3 et je pense que dans ces derniers moments d'échange, il me semble que ce qui ressort, c'est ce passage il faut aplanir la route. Hein, on a beaucoup d'images. Moi, je ressors avec beaucoup d'images. Pas tant de parler d'être missionnaire, mais plutôt d'être pèlerin.
Je trouve ça intéressant de comme boucler une boucle ou faire un cercle entre Marceline qui évoquait au début que son père s'est sédentarisé pour permettre à la famille de s'installer, d'avoir accès à l'éducation. Et en fait, là, ce que j'entends maintenant, c'est aussi qu'il faut peut-être redevenir nomade. Être nomade en soi-même pour revisiter son histoire, mais être nomade en allant vers l'autre, en faisant des allers-retours dans notre histoire, dans ce qu'on nous a appris, mais ce qui a besoin d'être revisité, peut-être réécrit. C'est vraiment ça qui peut nous permettre de marcher ensemble. Et alors qu'on s'apprête à célébrer Noël bientôt, ben on sait que c'est la fête d'un Dieu qui s'incarne, qui vient marcher parmi nous, même qui vient dresser sa tente parmi nous. Alors, merci de nous rappeler qu'il faut aplanir les chemins si on veut être sur un même terrain, être sur une même longueur d'onde pour ouvrir le cercle, entrer dans le cercle tous ensemble. Alors voilà, je vous laisse sur quelques images comme ça. Et dans les quelques derniers mots que j'ai à dire, alors encore une fois, merci énormément à nos invités, Marceline Picard-Canapé, Anne Doran, Nameka Ali, et un remerciement particulier en coulisses à Isabelle Canapé, la fille de Marceline, qui faisait du soutien technique à travers nos réunions pour s'assurer que Marceline ait l'ordinateur et tout ça. Donc, merci Isabelle. Merci beaucoup Isabelle. Et voilà, donc merci à vous d'avoir été présents. Merci aux organismes impliqués, donc Mathieu Lavigne, Mission Chez Nous, l'Institut pastoral où enseigne Anne et le comité JPIC Québec de la Conférence religieuse canadienne, avec une petite mention spéciale à Jacques Grenier qui a accompagné la préparation du webinaire aussi. Je vous rappelle le code promotionnel chez Novalis qui est effectif aujourd'hui, donc du 7 au 13 décembre, donc jusqu'à samedi prochain. Le code promo est tout simple, c'est Anne Doran, écrit tout ensemble, donc je vous le mets rapidement dans la conversation. Ça vous donne droit à 20 % de rabais sur le livre qui explore la spiritualité du don. Et nous avons enregistré ce webinaire, donc je ne vous donne pas une date exacte, mais sans doute peut-être la semaine prochaine, on peut espérer que ce soit en ligne sur les chaînes YouTube de Mission Chez Nous et de la Conférence religieuse canadienne. Donc, on vous avisera aussi, vous pourrez le partager. Voilà, Mathieu, je crois que tu vas nous laisser sur une question. Oui, en fait, merci Sabrina pour ton animation. Et oui, on va se laisser sur une petite question, une question qu'on peut laisser mijoter là, pour les prochaines semaines. Alors, on vous invite à penser à une rencontre qui a été transformatrice dans votre vie. En quoi cette rencontre a été déterminante pour vous? Surtout, comment vous, au quotidien, est-ce que vous pouvez être vecteur, porteur, médiateur de telles rencontres transformatrices autour de vous? Donc, comment est-ce qu'on peut être au quotidien, nous-mêmes et avec d'autres, vecteurs, porteurs, médiateurs de rencontres transformatrices? Alors voilà, un grand merci pour votre présence ce matin. Vraiment, ça a été une joie. Donc, merci beaucoup et bonne suite de temps de l'Avent. Merci à vous tous.